la Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, gain historique et grande déception, le budget fédéral vu par Alexis Deschênes. C'est un budget qui contient un très gros déficit basé sur des baisses d'impôts, sur des investissements importants aussi en matière de défense. Les investissements en infrastructure ont été un peu gonflés. Là, quand on regarde l'argent neuf, là, c'est à peu près 9 milliards sur 5 ans qui est ajouté, donc c'est pas aussi important que ce qui avait peut-être pu être entendu. Le Place 103, un dangereux précédent pour tous les organismes. Et la TAM s'intéresse donc à tout ce qui a des conséquences sur les conditions de vie, les conditions de santé de la population, puisque c'est pour soutenir la population que les groupes communautaires existent. Donc, bien sûr, on intervient beaucoup pour préserver l'autonomie des groupes communautaires. Cas par nature, quand le tourisme et la culture s'allient pour la création. C'est comme ça qu'on s'est dit, bon, ben, on va voir comment nous, Culture Gaspésie, on pourrait bonifier ça. Donc, on a fait un partenariat avec des lieux, on a des beaux lieux d'hébergement touristique. En Gaspésie, c'est une région touristique. Gala reconnaissance, émotion et avenir pour les lauréats. Je suis vraiment reconnaissante, je m'attendais vraiment pas à ça. Je le prends avec amour, avec cœur, puis ça me donne encore plus le goût de continuer. Là. J'aime ce que je fais, mais on dirait que là c'est comme un... Je sais pas, je suis contente. Saucette, en route vers le million. Puis il nous manquait exactement 184 585 $ pour atteindre le million donné à Enfants Soleil. Fait qu'on s'est dit, on y va avec ça, on met ça comme objectif, puis on va appeler notre édition de cette année l'édition du million. Grande Rivière, les 100 premiers jours du nouveau conseil. Dans le cadre de la campagne, il y a beaucoup d'éléments, de chiffres qui est sorti. Donc, moi, ce qui est important, c'est de rétablir là, la bonne information avec des documents officiels de la Ville. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Nous recevons aujourd'hui Alexis Deschênes, député de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Listigouge, pour son analyse du budget fédéral qui contient des nouvelles mitigées pour la région. Il se réjouit de 3 gains historiques et concrets. Des engagements pour la piste de l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine, le chantier naval Forillon à Gaspé et le projet Exploramer en Haute-Gaspésie. Il exprime toutefois sa plus grande déception. Le non-renouvellement du fonds des pêches et annonce, entre autres, le lancement d'une nouvelle pétition pour forcer le gouvernement à agir dans le dossier du retour du train. Le budget qui a été déposé ici à Ottawa,
si on prend une perspective simplement régionale, Gaspésie, les îles de la Madeleine, il y a des bonnes choses. Et vraiment, on se félicite parce qu'il y a plusieurs efforts de représentation qui ont été faits par le Bloc québécois, avec le chef Yves-François Blanchet et moi-même, auprès des décideurs libéraux. Et on a réussi à obtenir une volonté politique inscrite dans le budget de prolonger la piste de l'aéroport des îles de la Madeleine. Ça, c'est réclamé depuis 1973. Ça a été promis pendant d'innombrables fois. Et là, maintenant, on voit une volonté politique avec des budgets. On voit également un engagement du gouvernement fédéral d'investir dans le chantier naval Forillon, qui est pour Gaspé un investissement, un projet très structurant pour améliorer les capacités de production là, du chantier naval, et le projet d'Exploramer en Haute-Gaspésie, qui est un projet encore là très structurant qui allie la science, mais aussi le tourisme, qui va générer une relève scientifique et puis qui va augmenter le nombre de visiteurs à Sainte-Anne-des-Monts. Alors ça, ce sont des gains qui sont historiques et concrets pour la Gaspésie, et on n'a pas le choix de les saluer. Et quand je faisais les représentations aux différents ministres, je leur disais, si vous octroyez si vous répondez favorablement à nos demandes, je vais vous applaudir. Alors, je le fais, je les applaudis pour cette décision-là. Et je suis content qu'on a réussi à bien vendre nos projets et à les intégrer dans la vision du gouvernement qui dit, on veut bâtir une économie solide, on veut diversifier nos exportations, on veut augmenter nos capacités de production. Alors, ce sont des projets qui venaient rejoindre l'orientation du gouvernement. Maintenant, le budget, ce n'est pas que des projets régionaux. C'est assez épais comme document, c'est assez volumineux, puis ça comporte toute une vision d'ensemble. Et le Bloc québécois avait soumis des demandes au gouvernement libéral en lui disant, si vous voulez notre appui, ben il va falloir répondre aux crises auxquelles sont confrontés les Québécois. La crise du pouvoir d'achat qui frappe durement les aînés. On voulait augmenter la pension de vieillesse pour les aînés. Ça a été refusé. La crise du logement. On proposait donc davantage de logements abordables et puis également de rembourser ou plutôt de faire des prêts sans intérêt pour permettre aux premiers acheteurs d'investir. On réclamait également, pour répondre à la crise en santé, des transferts en santé plus importants. Et donc ça faisait partie. Puis on voulait aussi, bien sûr, des actions pour la crise climatique au niveau environnemental. Et malheureusement, lorsqu'on regarde le budget dans son ensemble, outre les gains pour notre région, dont on se félicite, au niveau global, le gouvernement fédéral n'a pas répondu aux attentes du Bloc québécois. Alors, c'est un budget qui contient un très gros déficit basé sur des baisses d'impôts, sur des investissements importants aussi en matière de défense. Les investissements en infrastructure ont été un peu gonflés. Là, quand on regarde l'argent neuf, là, c'est à peu près 9 milliards sur 5 ans qui est ajouté, donc c'est pas aussi important que ce qui avait peut-être pu être entendu. Mais surtout, nos demandes ne sont pas répondues. Donc, c'est ce qui fait que on se félicite pour les gains qu'on a fait au niveau de la région, mais au niveau global, le Bloc québécois peut pas appuyer un budget qui ne répond pas aux besoins des Québécois. Toutefois, la dynamique actuelle à Ottawa me laisse à penser que ce budget-là va passer et qu'il sera là, adopté, là, bien sûr, avant Noël. Il y a deux points auxquels je voudrais vous entendre, que vous êtes exprimé directement auprès de certains des ministres concernés. C'était le fonds des pêches, mais aussi le retour du train, le dossier des transports, parce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le ministre. Oui. Non, c'est sûr qu'on est allé chercher 3 gains majeurs structurants pour la Gaspésie des îles, mais il reste encore des batailles à mener. Il y a des choses qu'on veut qu'on n'a pas obtenues. Le fonds des pêches, c'est peut-être ma plus grande, je dirais, déception, parce que je m'attendais à ce que dans le budget, il y ait le renouvellement du fonds des pêches. C'est réclamé de façon unanime par tous les acteurs du secteur des pêches. J'ai questionné la ministre là-dessus. Elle a reconnu que c'était un outil qui stimulait l'innovation. Le gouvernement du Québec, à ce qu'on sait, est d'accord, lui, pour faire sa part, pour renouveler le fonds des pêches. Et la ministre nous disait, écrivez au ministre des Finances, on va tenter de le convaincre. Malheureusement, on voit que le ministre des Finances n'a pas renouvelé le fonds des pêches dans le budget. Ce qu'on me dit, c'est que la décision finale n'est pas prise. Il y aurait peut-être d'autres moyens de financer le fonds des pêches. Alors, on va continuer nos représentations. Mais ça, en effet, c'est une grande déception parce que le fonds des pêches permet, par exemple, à des associations de pêcheurs de tester des nouveaux engins de pêche, de faire des relevés scientifiques pour vraiment déterminer la bonne période de pêche au homard aux îles de la Madeleine, d'investir dans des usines de transformation pour qu'on soit encore plus
productif. Alors, c'est un outil dont on a besoin et je comprends que le ministre des Finances n'a pas été à l'écoute là-dessus, puis il va falloir qu'on continue de se battre pour ça. Quant au train, ce que j'avais soumis au ministre des Transports, c'est que le fédéral pouvait investir à travers ses programmes d'infrastructure pour compléter le rail. Alors, il n'y a pas d'engagement à ce niveau-là dans le budget, mais il y a des fonds en infrastructure. Est-ce qu'on pourra tirer notre épingle du jeu, tenter d'obtenir des sommes du fédéral? Pour le moment, c'est pas ce que le budget nous dit, mais on va continuer de réclamer parce qu'on veut que le rail soit terminé jusqu'à Gaspé dans les meilleurs délais. Le gouvernement du Québec a investi beaucoup et le gouvernement fédéral très peu. Alors, ça, on va continuer aussi. Et l'autre enjeu sur lequel on pousse et que j'ai poussé vers les ministres du gouvernement, c'est le retour de Via Rail. Mais ça, c'est pas nécessairement une demande budgétaire. Via Rail a déjà un financement qui lui permettrait d'agir puis de rendre le service en Gaspésie. Donc là, par rapport à Via Rail, notre revendication, c'est vraiment plus que le gouvernement interpelle Via Rail. Puis nous, ben, on va continuer notre travail de mobilisation pour convaincre Via Rail de finalement traiter avec respect les Gaspésiens, puis reprendre le service de façon partielle jusqu'à Port-Daniel dans les meilleurs délais. En collaboration avec la Coalition pour le retour du service de train passager en Gaspésie, nous avons lancé dans les dernières heures une pétition pour réclamer que le gouvernement interpelle Via Rail. Alors, cette pétition est en ligne depuis peu. Les gens vont recevoir chez eux un envoi qui va sortir de mon bureau où on va donner l'adresse pour signer la pétition. J'invite les gens à la signer en grand nombre et ce qu'on va pouvoir faire lorsqu'elle aura été signée par le plus grand nombre de gens possible, c'est la déposer à la Chambre des communes et forcer le gouvernement à répondre par écrit à notre demande. Alors ça, c'est un des moyens qu'on est en train de travailler là, pour mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il agisse dans le même sens que nous, pour forcer Via Rail à faire face à ses responsabilités finalement. Et peut-être un dernier sujet, ce serait concernant la foresterie. Je sais pas si ce budget-là peut avoir un impact au niveau de la région par rapport à ce dossier-là. Ce qu'il y a dans le budget pour le moment, c'est qu'on confirme ce qui avait été annoncé au mois d'août, soit de l'aide notamment en garantie de prêt. Les programmes, l'aide a finalement été débloquée. Ça a été annoncé au mois d'août. On a mis beaucoup de pression au Bloc québécois pour que l'aide soit débloquée parce qu'on voyait les tarifs augmenter par rapport à nos exportations de bois d'œuvre. Et là, maintenant, les sommes sont disponibles. On invite les industries forestières qui veulent recourir aux garanties de prêt de faire des demandes le plus rapidement possible. On leur a d'ailleurs envoyé là, de façon personnalisée l'information là-dessus. Mais nous, on a d'autres propositions par rapport à l'industrie forestière qui n'ont pas été reprises, mais on sait qu'il y a des discussions qui se font là-dessus. Alors, le gouvernement, bien sûr, dans le budget, il annonce des intentions, mais il y a la possibilité là, de rendre des décisions plus tard. Alors il y a déjà un pas là, qui est fait par le gouvernement pour l'industrie forestière. Ça a été annoncé au mois d'août, confirmé dans le budget. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est d'aller un peu plus loin. Puis, l'industrie forestière qui exporte aux États-Unis paie des droits compensatoires qui sont finalement comme une taxe qui est saisie à la frontière. Alors, ce qu'on demande, c'est que la moitié de cet argent-là, payé par l'industrie, soit remboursé à l'industrie par le gouvernement fédéral, qui, lui, ira se faire rembourser plus tard. C'est une solution qui émane des acteurs de l'industrie forestière, qui se fait pratiquement à coup nul pour le gouvernement du Canada et qui viendrait s'assurer qu'on donne un peu de liquidité parce que présentement, les scieries du Québec, même celles qui exportent pas aux États-Unis, travaillent à perte parce qu'il y a eu une baisse du prix du bois à travers tous les bouleversements entraînés dans le marché du bois. Le bois européen rentre plus facilement aux États-Unis que le bois canadien présentement. Et ça a donc fait qu'il y a beaucoup de bois européen sur le marché américain, puis ça a fait baisser le prix du bois d'œuvre. Alors, toute l'industrie forestière a besoin d'être accompagnée afin de s'assurer qu'elle traverse cette autre crise. Et pour terminer, je comprends qu'au fait, un budget, une annonce comme telle, c'est pas que forcément quelque chose, si je comprends bien, qui est coulé dans le béton. Il y a moyen de re-questionner ou de retravailler certaines choses. Comment ça se passe sur le terrain concrètement? Oui, ben alors, le budget, c'est un énoncé d'intention qui vient avec des fonds. Alors, ce qui est bien dans ce budget-là, c'est qu'il y a des gains régionaux avec des fonds qui vont être accordés pour les projets. Et ça, on encaisse ces gains-là. Maintenant, pour le reste de nos batailles, il faut continuer à le mener. Puis il faut espérer qu'il y ait d'autres fonds disponibles d'ici la fin de l'année financière pour permettre notamment de renouveler le fonds des pêches puis aider davantage l'industrie forestière. Mais
par exemple, ce qu'on a proposé sur l'industrie forestière, c'est pratiquement un coût nul, là. Alors, il y a encore moyen d'agir, mais lorsque le budget sera adopté, ce qui est écrit là, c'est plus qu'un énoncé d'intention. Ça doit avoir lieu parce que ça devient une loi du Parlement. Bon, merci beaucoup, M. Deschênes, pour votre temps. Ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup de votre intérêt. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Nous recevons aujourd'hui Céline Breton, directrice générale de Culture Gaspésie, pour parler du projet Cap Art Nature. Ce programme, né d'un besoin des artistes locaux pour des résidences de proximité, leur offre un séjour de création dans des lieux d'hébergement touristique durant la saison morte. L'objectif, permettre aux artistes de se concentrer sur un projet sans la pression d'une présentation publique obligatoire. Culture Gaspésie lance un nouvel appel de dossiers aux artistes membres qui ont jusqu'au 30 novembre pour postuler à une résidence dans l'un des 5 lieux partenaires de cette année. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était justement quand il y a eu des artistes qui ont été sélectionnés puis qui ont pu avoir droit justement à ces projets-là de Cap Art Nature. Et je veux dire, avant qu'on commence avec cette nouvelle possible cohorte là, donc pour cet appel aux artistes, des fois, je pense pas que je t'avais déjà demandé ça, mais faire un peu comme comment ça s'est passé justement avec ces artistes-là passés. Puis j'ai eu cette question en tête en me disant, quand les artistes viennent, est-ce que malgré que ce soit en pleine dans la nature et qu'ils puissent se ressourcer pour créer, est-ce qu'il peut pas non plus y avoir cette pression de je dois créer pendant le temps que je suis là? Tout ça, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Ben, c'est une très bonne question, Marc, mais on a justement voulu concevoir le projet pour pas mettre de la pression. Donc, il n'y avait pas de sortie de résidence avec une présentation publique obligatoire à la fin de la résidence. Donc, les artistes arrivent vraiment avec aucune pression, puis ils sont là pour faire avancer un projet. Puis ce qu'on constate à date, ils réalisent tous les objectifs qu'ils nous avaient présentés dans le projet. Donc l'année dernière, juste pour vous dire un peu, bon, le théâtre de la Petite Marie, c'était pour l'écriture d'un spectacle. Le spectacle a été réalisé, ça a été vraiment bénéfique. On a eu des beaux commentaires des 3 personnes qui étaient là-bas pour faire toute l'idéation de la pièce de théâtre, tout ça. Ensuite de ça, on a eu Émilie Bernard qui préparait une exposition en art visuel. Non seulement elle a réalisé son exposition, mais en plus, elle a été nommée artiste de l'année en Gaspésie par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, on voit bien comme tout l'impact de ces projets-là là, sur leur processus créatif. Là. Donc, ça vient vraiment répondre aux objectifs qu'on avait voulu là, créer vraiment des liens entre art et nature. Et on sait que les artistes gaspésiens sont fortement inspirés par le territoire, qui est magnifique, la Gaspésie. Donc, c'est un peu un moteur de création pour beaucoup d'artistes. Puis là, bon, on leur donne encore plus la chance là, de pouvoir faire ce lien. Donc, ce que je comprends, c'est que souvent, on peut avoir un projet artistique, et ça peut être comme pour le faire progresser ou l'amener à un moment donné. C'est pas forcément pour clôturer forcément quelque chose, ça peut être quelque chose qui est en cours.
Oui, c'est ça. Il y en a que des fois, c'est des auteurs, des autrices, ça leur permet de travailler sur un livre qui va sortir bientôt, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment permettre les artistes ont souvent, bon, ils ont leur quotidien, eux aussi, ils ont leur famille, les enfants, tout ça. Des fois, c'est difficile de trouver des moments, là, pour juste se concentrer sur la création. Et ça leur permet, là, de sortir de leur milieu puis de vraiment se concentrer là, sur un projet artistique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce projet-là avait été mis sur pied aussi. C'est suite à des concertations sectorielles. Les artistes nous avaient mentionné, on trouve qu'il n'y a pas assez de résidences artistiques en Gaspésie. On doit souvent appliquer sur des résidences à l'extérieur de la région. Et là, on n'a pas toujours le temps avec nos familles, tout ça, de quitter, de partir. C'est toujours un peu plus complexe. Et on dit pas qu'il n'y en a pas des résidences, il y en a quand même sur les territoires, on a des diffusions qui en font, mais je pense que l'offre avait besoin d'être bonifiée. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, ben, on va voir comment nous, Culture Gaspésie, pourrait bonifier ça. Donc, on a fait un partenariat avec des lieux, on a des beaux lieux d'hébergement touristique. En Gaspésie, c'est une région touristique. Fait que on s'est dit, bon, ben, on a beaucoup de beaux lieux qui sont peut-être pas occupés en saison morte et qu'on pourrait faire un partenariat avec eux. Et c'est comme ça que le projet, on a approché comme ça des beaux lieux touristiques, puis on a vraiment eu un bel accueil, là, une belle collaboration du secteur touristique, puis ils trouvent ça le fun, ils trouvent ça valorisant d'encourager aussi la culture de la région, parce que je pense ça permet aussi les artistes créent des œuvres qui sont encore plus ancrées dans notre territoire, qui représentent notre identité collective, là. Donc, c'est ça. On a créé un beau partenariat, puis c'est vraiment un beau projet. C'est un peu le projet chouchou de nos artistes, je vous dirais, là. Ils sont toujours contents quand ils voient le projet être lancé, l'appel de dossier. Et justement, avec ce projet Cap Art Nature, est-ce que vous collaborez toujours avec les mêmes partenaires ou des fois vous arrivez à varier en fonction des places? Ben, là, cette année, on a plus procédé comme par appel de dossier. Donc, il fallait que les entreprises soient membres de Tourisme Gaspésie et de la CTQ. Là. On voulait que ce soit des lieux officiels. Et donc, on a fait un appel de dossier sur invitation parce qu'on voulait quand même que ce soit des lieux qui permettaient la création. C'est pas tous les endroits qui permettent vraiment de la création hors nature, quel est l'objectif du projet. Et finalement, ceux qui ont été sélectionnés, ben, il y a Panara Lodge fluvial en Haute-Gaspésie. Ensuite de ça, vous avez les chalets de la Bernache. Ça, c'est des nouveaux cette année. C'est dans la côte de Gaspé. Donc, c'est à Saint-Majorique. Et dans Rocher-Percé, on a Camp de base Gaspésie. Donc, c'est tellement un bel endroit au Camp de base avec le chalet en bord de mer. Et dans Bonaventure, c'est la Ruelle Hébergement. Et dans MRC Avignon, c'est un nouveau aussi. Donc, c'est les chalets Equinox qui sont à Miguacha sur le bord de la mer également. Alors, c'est un appel aux artistes. Alors, est-ce que tu voudrais nous donner les détails un peu de jusqu'à quand on peut et comment on procède pour justement soumettre son dossier? Donc, les artistes peuvent aller sur le site Internet de Culture Gaspésie. Le formulaire et tous les détails, comment déposer le dossier sont là. Donc, pour être admissible, il faut être membre de Culture Gaspésie. Il faut être un artiste qui œuvre dans une des disciplines artistiques reconnues. Et il faut également... dans leur dossier, ils doivent présenter, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur projet. Les critères de sélection, c'est vraiment l'originalité, la qualité du projet qu'on veut développer là, pendant la résidence, la réalité des objectifs aussi, le réalisme là, de ce qu'on va faire pendant un séjour de six nuits. Et ça doit vraiment être en lien avec la démarche artistique de l'artiste. Donc, il faut qu'on voit que ça va faire cheminer l'artiste, qu'il va avoir un impact sur sa carrière, que c'est en lien avec son cheminement. Donc, c'est un peu ça. La date limite est le 30 novembre. Donc, les artistes peuvent aller sur notre site et ils peuvent même, si on a des questions, là, nous contacter. Notre agente de développement, Christine, est là pour les aider à remplir leurs demandes et les accompagner là, dans le processus. Et quand est-ce qu'aura lieu ce séjour Cap Art Nature, justement, quand les artistes seront sélectionnés?
Donc, un coup que les artistes sont sélectionnés, on les met en lien avec les lieux d'hébergement et ils choisissent là, directement. Donc, ça doit être réalisé au cours de la prochaine année. Là. Et là, c'est ça. Chaque lieu d'hébergement a mis ses disponibilités. C'est souvent les séjours qui sont proposés hors saison touristique. Donc, ils ont différentes dates disponibles et là, ils peuvent s'entendre avec l'artiste. C'est ça, c'est du cas par cas après. Et vous, Oui. vous sélectionnez un artiste par MRC correspondant à un des collaborateurs d'hébergement? C'est ça. C'est ça. Ils D'accord. sont pas obligés, ils vont pas nécessairement dans leur MRC, là. Soit on les envoie dans une autre MRC. Ils choisissent, dans le fond, dans le formulaire, ils peuvent choisir l'endroit où ils veulent aller. Et le plus possible, le jury va essayer de les attribuer, leur attribuer l'endroit, là, qu'ils ont choisi. Mais des fois, c'est pas possible. On leur propose un autre lieu quand c'est pas possible. Ouais. Pour terminer, parce que là, tu nommais qu'il faut, dans les critères, il faut être membre de Culture Gaspésie. Est-ce que tu voudrais nous partager un peu que c'est quoi les autres avantages aussi pour un artiste d'être membre de Culture Gaspésie? Oh, ben, tu as droit à une série d'avantages Ouais. de nos services, entre autres. Donc, nous, on a tout un service de formation continue pour les artistes. On organise plus de 30 formations par année. Ensuite de ça, on a tout le service d'accompagnement quand ils ont des demandes de bourse ou des différents projets de développement qu'ils veulent déposer. Notre agent de développement peut faire de la relecture, leur faire des conseils. Donc, on a tout un rôle conseil qu'on fait auprès des artistes. Ensuite de ça, c'est toute la visibilité que ça peut donner parce qu'on a le répertoire sur notre site web, ils ont une fiche, donc c'est très bien référencé sur le web, ça leur donne une bonne visibilité en ligne et ils ont droit à tous nos outils de diffusion, infolettes, réseaux sociaux, où on peut promouvoir ce qu'ils font aussi. Donc, puis on fait naturellement beaucoup de représentations pour les artistes de notre région pour faire valoir leur réalité, là, soit que ce soit au niveau régional ou national. Ben, merci Voilà. beaucoup, Céline, pour ces précisions. Oui, mais je te remercie. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. On sait, parce que j'ai parlé des ministres délégués aux services sociaux, mais il y a quelque chose là-dedans qui semble venir de la sécurité publique. J'ai fait le lapsus tantôt, c'est pour ça. La sécurité publique qui est très impliquée dans ce projet, qui semble avoir été très impliquée et ça paraît encore plus dans les amendements. Donc, on n'est pas en train de s'intéresser à la santé de la population, là. Nous recevons aujourd'hui Mercedes Roberge, coordonnatrice de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, pour discuter de la vive opposition au projet de loi 103. Ce projet de loi, qui reprend son étude détaillée, vise à réglementer l'emplacement des sites de consommation supervisés et des ressources en itinérance, notamment en leur interdisant de s'installer à moins de 150 mètres d'une école ou d'un CPE. Madame Roberge dénonce une mesure qui légifère le syndrome « pas dans ma cour ». Plus grave encore, elle affirme que ce projet de loi crée un dangereux précédent, ouvrant la porte au contrôle gouvernemental de tout organisme jugé dérangeant et menaçant l'autonomie fondamentale de l'ensemble du milieu communautaire. Donc, au printemps dernier, le gouvernement a déposé le projet de loi 103, loi visant principalement à réglementer les sites de consommation supervisée afin de favoriser une cohabitation harmonieuse avec la communauté. Ce que le titre ne dit pas, c'est qu'il porte également sur les ressources pour les personnes en situation d'itinérance.
il y a un chapitre à l'intérieur du projet de loi. Mais le titre du projet de loi, c'est ça. Ça a été déposé donc au printemps dernier. À ce moment-là, il y a eu un appel de mémoire. La table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles que je représente, nous avons déposé un mémoire. Et il y a eu des auditions, comme dans une commission parlementaire habituelle. Et après ça, durant l'été, tout est tombé. Et au retour de la session, le projet de loi 103 était maintenant repris à l'étude et il est maintenant rendu à l'étude détaillée, ce qu'on appelle aussi l'étude article par article. Et cette étude-là a débuté la semaine dernière, alors que le ministre Carman était encore le ministre responsable des services sociaux. Il a démissionné depuis. Ça a créé une petite pause dans les travaux, mais là, l'étude reprend demain, mardi, le 12 décembre. D'accord. Alors vous, dernièrement, vous avez manifesté, comme j'ai comme compris ça, comme votre désaccord, ou quel impact pourrait avoir ce projet de loi. Est-ce que vous pouvez situer la table des regroupements provinciaux d'organismes, comme dire, dans cette contexte-là, et quel est votre rôle là-dedans? Oui, je suis coordonnatrice de la table. La table réunit 47 regroupements provinciaux qui ont des membres à travers le Québec. Ce sont les groupes qu'on dit les groupes communautaires autonomes en santé et services sociaux. On utilise souvent le terme OCAS, OCA3S. Et bon, il y a environ 3000 groupes communautaires du domaine de la santé et services sociaux répartis dans toutes les régions, incluant la vôtre. Donc, la table, par ces regroupements provinciaux, les regroupements qui sont membres de la table, c'est le regroupement des maisons des jeunes, l'aire des centres de femmes, les regroupements provinciaux, plusieurs regroupements provinciaux qui sont actifs en santé mentale, en violence conjugale, etc. Il y en a 47. Donc, la table est aussi l'une des 2 interlocutrices du ministère de la Santé pour tout ce qui concerne les relations avec les groupes communautaires, notamment le programme PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires, des subventions. Et la table s'intéresse donc à tout ce qui a des conséquences sur les conditions de vie, les conditions de santé de la population, puisque c'est pour soutenir la population que les groupes communautaires existent. Donc, bien sûr, on intervient beaucoup pour préserver l'autonomie des groupes communautaires, parce que sans cette autonomie-là, ils ne peuvent pas être les lieux que les populations, les communautés souhaitent. Ils ne peuvent pas être les lieux que les communautés mettent en place pour répondre à leurs besoins. On dit souvent que le mouvement communautaire, c'est par, pour et avec. Alors ça oriente les interventions de la table où, par exemple, on va s'opposer à la privatisation du système de santé et on va s'opposer à toute tentative du gouvernement de nuire à l'autonomie des groupes communautaires, et on dit dans ce temps-là que ça nuit à la liberté d'association, parce que c'est ce qu'on représente, c'est ce qu'on pratique, la liberté d'expression. Et c'est ce qui arrive avec le projet de loi 103. Donc, ce projet de loi-là, il contient des règles qui vont autoriser le gouvernement à dire à un groupe communautaire à quel endroit il doit s'installer et à quel endroit il ne doit pas s'installer. Par le projet de loi 103, par un élément là, qui est une illustration des conséquences de l'ensemble du projet de loi, il va obliger les groupes de consommation qui ont des services de consommation supervisés et des ressources pour personnes en situation d'itinérance à ne pas s'installer plus près que 150 mètres d'un CPE ou d'une école primaire. Ça, c'est ce qui est dans le projet de loi actuellement. Évidemment, il peut y avoir des amendements là, d'ici à la fin. Ça s'appelle pas dans ma cour, ce principe-là, hein? Parce que c'est sûr que ces groupes-là, puis d'autres groupes aussi, sont visibles dans un quartier. Sauf que c'est important qu'ils soient au cœur des quartiers où ils sont nécessaires, et c'est important que les groupes communautaires, les membres des conseils d'administration, les membres de ces groupes communautaires-là, ce soit eux qui décident des pratiques et des lieux pour les exercer, ces pratiques-là. Et c'est ce que le projet de loi 103 contredit, à notre avis.
il contrevient au principe de l'autonomie qu'on pense protégé par la politique gouvernementale de l'action communautaire depuis 2001. Et par ce projet de loi-là, le gouvernement se donne l'autorisation de prendre des décisions comme si ces groupes-là lui appartenaient. Et évidemment, c'est pas le cas. Oui, c'est curieux parce que je me disais souvent, j'avais cette impression qu'un groupe communautaire va s'installer, se créer ou va exister parce qu'il y a un besoin dans le milieu et souvent c'est représentatif d'un besoin très local. Mais après ça, est-ce qu'il y a eu des situations qui disent que pour que le gouvernement veuille donner son mot à dire pour dire que c'est dangereux ou que ça peut se passer enfin, c'est quoi sa raison pour expliquer ce choix-là? Il y a eu un élément déclencheur. Quelques mois, il y a eu un centre de consommation supervisé à Montréal qui a fait les manchettes. Pas à cause de ce que ce centre-là faisait, mais à cause des plaintes de la population du quartier qui se plaignait de voir des personnes toxicomanes autour de chez eux. C'est pour ça que je parle du principe de pas dans ma cour. C'est un signe, malheureusement, de l'intolérance dans laquelle on baigne dans une société où il y a de l'intolérance face aux personnes marginalisées. Et bien sûr que les personnes toxicomanes et les personnes en situation d'itinérance sont marginalisées et leur marginalisation est très visible dans la rue, ce qui n'est pas le cas de toutes les marginalisations. Et donc, il y a eu donc, ça a fait les manchettes. Et là, le gouvernement a voulu réagir pour déplacer cet organisme-là. Mais il ne se limite pas à ça. Il veut maintenant éviter que d'autres groupes s'installent à moins de 150 mètres d'une garderie, d'un CPE ou d'une école primaire. Et malheureusement, en fait, dans la vraie vie, les groupes communautaires sont dans les lieux où il y a la vie, la communauté, les CPE, les écoles primaires aussi. Alors, 150 mètres, c'est très, très, très vite dépassé. Et pour nous, comme table, c'est pas une question de mètres. Et c'est pas uniquement c'est pas uniquement dans ce que le projet de loi présentement vise. Évidemment, présentement, il vise deux types de groupes. Les sites de consommation supervisés et les ressources pour personnes en situation d'itinérance. Mais à partir du moment où le gouvernement va se donner cette autorisation-là, qui va suivre? Ça va être qui ensuite qui va être exclu des lieux centraux parce que trop dérangeant, parce que trop bruyant, parce que des plaintes du quartier vont avoir été exprimées. Les comités logement, par exemple, font beaucoup de manifestations. Ça fait du bruit, ça dérange un quartier, ça dérange la circulation. Bon, quand on est dans un système où le pas dans ma cour est encouragé et même légiféré, ça va être les suivants. Ensuite, plein d'autres groupes qui font des groupes qui viennent en aide avec des personnes qui ont des troubles de santé mentale. Ben oui, c'est visible dans le quartier, ça, quand il y a un attroupement. Ben oui, ça crée des tensions, d'accord. Mais c'est pas en contrevenant à l'autonomie des groupes d'agir par, pour et avec les communautés que le gouvernement va s'assurer que tout le monde collabore. La fameuse cohabitation harmonieuse avec la communauté. Les groupes communautaires, ils travaillent déjà énormément. Et s'ils avaient tous le financement nécessaire à leur mission, ils seraient davantage capables d'avoir toutes sortes d'activités, toutes sortes de communications pour être bien acceptés dans leur milieu. Ce qui n'est pas le cas. Ils n'ont pas le financement pour ça. Alors, c'est pas en excluant des lieux de vie de tout le monde, certains groupes, et à partir du moment où il en exclut certains, et peu importe le nombre de mètres, nous on dit c'est un précédent grave, parce que ça donne le gouvernement se donne le droit de décider à la place des groupes, alors que il ne peut pas le faire de manière
La politique gouvernementale n'est pas une loi, mais c'est quand même un principe qui est respecté depuis 2001. Et cette fois-ci, avec le projet de loi 103, le gouvernement a fait comme si ça n'existait pas. Et ça, c'est assez grave, parce que quand je parle c'est un précédent, ce projet de loi-là, mais de voir à quel point le gouvernement balaie du revers de la main les principes qui sont dans la politique, qui assurent l'autonomie des groupes à partir de la politique, c'est grave aussi. Quoi d'autre va-t-il se permettre? Alors que ce serait pour terminer sur ce sujet-là, la prochaine étape, parce que là, on se parle, vous avez fait un point de presse il n'y a pas si longtemps avec plusieurs justement de ces organismes-là qui ont pu tous donner un peu leur opinion à ce sujet-là. Comment est-ce quel va être le rôle de la table là-dedans? Est-ce qu'il y a des possibilités de faire pression? Comment ça va être quoi la suite? Le point de presse, on le fait avec la Ligue des droits et libertés, la coalition Solidarité Santé et le Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Tout ce monde-là ont des groupes touchés présentement par le projet de loi ou qui risquent de l'être si le projet de loi 103 a des retombées et répété sous forme de projet de loi ou sous forme de règlement un peu sur toutes sortes d'enjeux. Donc, nous, comme table, on continue de surveiller, évidemment, l'étude détaillée là, que je vous disais, ça reprend demain avec une nouvelle ministre, Sonia Bélanger. On sait que on a déjà vu certains amendements ont été déposés et ces amendements-là du gouvernement, ces amendements-là sont loin d'atténuer le problème. C'est plutôt des amendements qui confirment l'intention du gouvernement de contrôler les groupes. Ils remplacent des articles par des mentions que Santé Québec va coordonner les actions des groupes qui auront la permission d'exercer dans un lieu donné. Que Santé Québec coordonne les actions d'un groupe, c'est une atteinte frontale à l'autonomie. Alors, plutôt que d'atténuer et de comprendre le message, le gouvernement, par les amendements qu'il propose, en rajoute. Et là, c'est comme une goutte qui fait déborder le vase. Donc, nous, comme table, on va continuer d'intervenir. On intervient pour protéger pas seulement les groupes en santé et services sociaux, mais l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome et le RQAK, la Ligue des droits et libertés et la coalition Solidarité Santé qui sont avec nous agissent de la même manière. Donc, on a aussi, au début le même jour du point de presse, on a déposé une lettre à la commission sur la santé et les services sociaux. C'est la commission qui fait l'étude du projet de loi actuellement, dans lequel on exprime notre opinion, nos inquiétudes et notre demande de rejeter le projet de loi 103. L'amender ne suffira pas. C'est pas une question de nombre de mètres. C'est pas c'est pas des détails. C'est de le rejeter. Et les propositions d'amendement qu'a déposé le ministre Carman et que va sûrement reprendre à son compte la ministre Bélanger ne font rien pour calmer, pour répondre à nos objections. Ils confirment l'intention du gouvernement de contrôler encore plus des groupes communautaires. Et si le gouvernement contrôle des groupes communautaires, il va contrôler les groupes communautaires. Et c'est ce qu'on veut éviter. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions.
Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Nous sommes samedi le 8 novembre et Tourisme et Commerce Rocher-Percé tient son gala reconnaissance à la Villa Frédéric James de Percé. C'est une soirée unique dans l'année où on vient souligner l'apport et les bons coups des entreprises et organismes du milieu dans leur communauté. J'ai rencontré les 10 lauréats de la soirée pour recueillir leurs réactions à la réception de ce prix, ainsi que ce que réserve l'avenir pour leur entreprise et l'organisme. Mon nom, c'est Julie Bond et je suis fondatrice de Sentier Secret. Vous avez gagné le prix Jeune Entreprise. Comment vous recevez ce prix-là? Bien, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Sentier Secret est ouvert depuis un peu plus de 2 ans. Et la mission, c'est d'offrir des produits, des services et des activités pour un mieux-être. Alors, massothérapie, soins énergétiques, des activités, on fait des retraites aussi de quelques jours. Donc, c'est vraiment dans l'optique que les gens se sentent mieux. Qu'est-ce qui attend l'entreprise pour la prochaine année? Bien, encore du développement, évidemment. En fait, on a eu un été record en 2025. Donc, ça nous inspire à aller encore plus loin et de toujours innover, d'offrir aux gens des choses différentes, des choses inspirantes. En ce moment, est-ce que l'entreprise offre aussi ses services en hiver ou vous êtes seulement l'été? On est ouvert à l'année, effectivement. Donc, on fait partie des 12 entreprises qui vont être ouvertes cet hiver à Percé. Donc, j'en profite pour inviter les gens à Percé l'hiver aussi. Moi, mon nom, c'est Jean-René Desbois, vice-président des industries FIPEC, Grande-Rivière et Hope-Town. Vous avez gagné le prix Commerce de détail. Comment vous recevez ce prix-là? Bien, c'est sûr que c'est une belle reconnaissance de la part de la Chambre de commerce. C'est sûr que c'est flatteur, puis en même temps, d'être en nomination avec une entreprise telle comme James Levesque et Fils, c'est une belle entreprise, ça fait longtemps qu'il est ici. Puis on est bien contents, puis on va remettre ce prix-là à notre tour à nos employés qui sont dévoués pour l'entreprise, puis qui mettent leur énergie là-dedans, puis leur effort, puis leur cœur. Qu'est-ce qu'attend l'entreprise pour la prochaine année? La prochaine année, on a un très gros projet qui s'en vient pour nous. On ne peut pas dévoiler, en fait, à l'heure qu'on se parle, on est très proche de le réaliser. Il reste encore quelques étapes. On est sur un projet qu'on travaille depuis déjà 10 ans. C'était très lent, très laborieux, mais on est sur le point de le conclure. On est à l'étape d'acquérir un bâtiment pour le faire. Pour passer à une autre étape ensuite encore, c'est ça. La croissance est là, mais ça continue. Jade Levesque, audioprothésiste, propriétaire de la clinique auditive Jade Levesque, audioprothésiste. Donc, vous avez remporté le prix entreprise de service. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix-là? Très reconnaissante. Là. Ça fait maintenant 7 ans que la clinique est ouverte. Je travaille très fort aussi pour servir la communauté qui a beaucoup de besoins en santé auditive. Fait que je suis très reconnaissante. Puis on fait un beau travail d'équipe. Fait que c'est vraiment une belle nomination ce soir. Là.
Qu'est-ce qui attend la clinique dans la prochaine année? Dans la prochaine année, en fait, on est en développement. On a une communauté qui a beaucoup de besoins en santé auditive, puis on a de la misère à fournir. Fait qu'on travaille déjà très fort pour créer de la relève. J'ai développé un programme, la relève à Jadelev, dans les 2 dernières années. On travaille encore très fort dans cette optique-là. Fait que de développer la patience en santé auditive, en audioprothèse plus particulièrement, au niveau des jeunes, au niveau des gens qui veulent se réorienter en carrière. On fait des stages d'un jour. J'ai accueilli des stagiaires cet été. J'ai des stagiaires en dernière année d'audioprothèse qui viennent cet hiver. Fait qu'on travaille très fort parce qu'on veut avoir des audioprothésistes de plus. J'en engagerai 3 demain matin. On a beaucoup de projets en tête, puis on est limité par la main-d'œuvre. Donc, on a des besoins. J'ai des projets. Il nous manque que la main-d'œuvre. Il faut mettre tout ça sur la table, puis d'exploser la clinique. Mona Cahill. Je suis la gestionnaire des bateliers depuis 34 ans. Vous avez remporté le prix, elles sont encore là. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix-là? Bien, écoute, c'est une belle fierté. Là, 52 ans que l'entreprise existe depuis 1973, qu'elle a été enregistrée au registre des entreprises et depuis ce temps-là, on est encore là, c'est le cas de le dire. Et on est là avec des gens d'affaires qui ont cru en notre région et qui ont permis à ce qu'on prenne de l'expansion à chaque année avec nos navires pour des croisières vers le parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé. Qu'est-ce qui attend l'entreprise pour la prochaine année? Bien, toujours un défi de personnel. On va travailler fort là-dessus. On a fait la modernisation d'un dernier navire qui est devenu un navire à passagers de 175 passagers au cours de la dernière saison. Et on travaille fort pour conserver des navires en bon état de marche, de fonction et avoir du personnel qui est toujours là pour nous épauler pour les années à venir. La relève s'est installée maintenant, fait que ça nous donne un bon coup pour pouvoir avoir une bonne vague pour poursuivre la continuation de ce genre d'entreprise. Moi, c'est Anita, je suis directrice au CGE Option Emploi du Rocher-Percé. Vous avez remporté organisme non lucratif de l'année. Comment vous recevez ce prix-là? On le reçoit avec beaucoup de bonheur. Ça a été une année difficile pour l'équipe. On a perdu des joueurs, on a perdu des gens qu'on tenait beaucoup, qu'on a dû couper des postes cette année, malheureusement, avec les compressions budgétaires. Fait que ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on est quand même reconnu, récompensé pour tout ce qu'on fait dans la communauté, malgré des fois, c'est pas toujours facile. Donc, on est super heureux de ça. Puis je suis heureuse de partager ça avec mon équipe aussi. Qu'est-ce qui attend le CGE-OE pour la prochaine année? Ce qui attend le CGE-OE, c'est de plus en plus travailler connecté avec nos partenaires dans le milieu. On a besoin de tout le monde pour arriver à nos objectifs, de rejoindre encore plus la population, répondre encore mieux aux besoins de la population. Fait que si on veut le faire là, vraiment avec les partenaires du milieu, c'est se réinventer, c'est d'être toujours aussi présent dans notre milieu, même après 33 ans. Jessica King pour le restaurant à la Maison Mathilde. Vous avez gagné le prix Bonheur au boulot. Comment vous recevez ce prix-là? Je suis vraiment touchée parce que c'est un prix qui est vraiment... qui représente beaucoup pour moi. Ça représente... en fait, c'est ce que je fais depuis 30 ans, puis ça vient... comment je pourrais dire... je travaille fort pour ça, pour que mes employés sont heureux au travail. J'aime ce que je fais. Alors, ça vient tout simplement confirmer que finalement, j'ai réussi un peu ce que je voulais faire. Après 30 ans, pourquoi je suis encore là, pourquoi je me lève le matin avec le sourire puis contente de retourner au travail. Alors, ça vient confirmer tout ça, que j'ai une équipe en or. C'est grâce à eux si je suis là aussi. Alors non, ça me touche vraiment beaucoup, ce prix. On vous a senti vraiment très, très émotive. Pourquoi ça vous vient chercher à ce point-là? C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Les gens qui m'accompagnaient sur scène, c'est des gens que j'affectionne vraiment beaucoup, qui font partie de mon équipe. Alors, c'est certain que ça vient me toucher parce que, je veux pas, après 30 ans, avec la passion et tout, c'est certain que
je me dis, je suis là depuis tout ce temps-là et j'espère être encore là pour plusieurs années. Mes enfants aimeraient peut-être prendre la relève parce que je les inspire dans tout ça. Alors, je me dis, bien, tant mieux. Si pour eux, ils voient leur mère heureuse au travail, ils se disent peut-être que pourquoi pas prendre la relève puis poursuivre le travail puis poursuivre ce que je fais. Alors ça, je trouve ça vraiment bien de savoir que c'est quelque chose qui vont pouvoir continuer dans le futur, là. Qu'est-ce qui attend le restaurant Maison Mathilde pour la prochaine année? Prochaine année, écoutez, toujours la même chose dans le sens qu'on aime se renouveler, apporter des nouveautés, attendre à la prochaine saison. On a eu une saison exceptionnelle cette année, une saison record. Alors, on espère que la prochaine saison sera aussi belle que la précédente. Et c'est ça, c'est d'apporter des nouveautés, de recevoir notre clientèle, fidèle clientèle. Et d'année à l'autre, c'est la même chose. Toujours un plaisir de revenir à chaque saison. Bonheur au boulot. Qu'est-ce qui fait qu'à la Maison Mathilde, c'est plaisant de travailler là? On est une équipe vraiment très proche. C'est une famille, là, vraiment. On a du plaisir à faire ce qu'on fait. Oui, on travaille très fort. C'est très exigeant parce que les saisons sont intenses. Mais on le fait vraiment dans le bonheur, dans le plaisir. Alors, je suis vraiment proche de mon personnel aussi. Alors ça, c'est très important pour moi. J'ai vraiment l'impression d'être la mère avec ses enfants. D'ailleurs, je les appelle mes enfants. Bonsoir, moi c'est Patrick Jones de Studio Jones à Port-Daniel, propriétaire et copropriétaire, parce que maintenant Jérémy Jones, le fils de Patrick, en réalité, la relève depuis 2021. Vous avez remporté le prix industriel. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix-là? Bien, on est vraiment content parce que, on est comme je disais tout à l'heure, on est une industrie qui est vraiment à l'ouest de la MRC, qui a encore beaucoup de monde qui ne nous connaît pas à l'est de la MRC. Mais on est là quand même depuis 42 ans. Puis on est vraiment content d'être là, puis on est vraiment content d'avoir gagné ce prix-là ce soir. Parce que, tu sais, dans la MRC du Rocher-Percé, les industriels, on travaille tout fort, puis on sait c'est quoi. Ça fait que le fait que c'est nous qui a été choisi, on est vraiment content de ça. Qu'est-ce qui attend l'entreprise pour les prochaines années? Bien, déjà là, depuis 2021, on a commencé le transfert d'entreprise en relève, père-fils, c'est déjà bon. Puis on veut continuer d'élargir notre champ d'action, avoir de la nouvelle machinerie, puis des nouveaux employés. On a justement engagé 3 nouvelles personnes, puis on a un nouvel atelier mobile depuis très dernièrement. Fait que ça va très bien. Bien, on pourrait dire qu'on remercie beaucoup de notre clientèle. On a une clientèle, comme je disais tout à l'heure, de Carleton à Rivière-Nord, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des industriels, que ce soit des commerces, des particuliers, exemple, même les hôpitaux, tout ça, c'est toute notre clientèle. Puis qu'on remercie beaucoup parce que c'est grâce à notre clientèle et à nos employés, si on est encore là, depuis 42 ans. Bonsoir, mon nom est France Lebreu, propriétaire du restaurant La Maison du Pêcheur à Percé. Vous avez remporté le prix touristique hébergement-restauration. Comment vous recevez ce prix-là? Avec honneur et fierté, bien évidemment. C'est tellement valorisant de recevoir ce prix ici à Percé, dans ce lieu majestueux, empreint d'art et de culture. Et ce prix, je le décerne à toute mon équipe, car sans mon équipe, la Maison du Pêcheur ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Vous l'avez dit pendant votre allocution, c'est particulier aussi de le recevoir ici parce que vous avez déjà, la Maison du Pêcheur a déjà fait affaire ici. Oui, on a eu beaucoup d'événements, beaucoup de services ici à la Villa James, dans ces lieux mythiques, dans ce lieu patrimonial. Alors, je me sens, ce soir, ça me rappelle d'heureux souvenirs. Qu'est-ce qui attend le restaurant La Maison du Pêcheur pour les prochaines années? Alors, La Maison du Pêcheur, toute l'équipe et sa direction, nous allons poursuivre dans les objectifs d'atteinte de l'excellence, l'atteinte
le service exemplaire, la promotion des produits, la promotion de nos producteurs locaux, la promotion de nos collaborateurs et évidemment un service à la clientèle exemplaire avec une bonne nourriture et évidemment la joie et le plaisir de vous recevoir. Je suis Jean-François Tappe, le lapin de cadence des événements gaspésiens. Vous avez reçu le prix touristique activité événement. Comment vous recevez ce prix-là? Bien, c'est sûr que c'est un super honneur de recevoir ce prix-là parce qu'à Percé, il y en a beaucoup des attractions et des événements touristiques. Alors de recevoir la reconnaissance de l'industrie qui est notre raison pour laquelle on fait des événements à Percé. Je veux dire, nous, on vend des dossards à 25, 50, 75 $. Mais les vraies retombées économiques, on veut qu'elles soient dans les hôtels, dans les restaurants, dans les attractions de Percé. On veut que les gens viennent en vacances ici. On veut qu'ils reviennent en vacances après nos événements. Alors, de recevoir le prix devant la communauté d'affaires, ben c'est une belle façon pour nous de le partager avec eux. Qu'est-ce qui attend Événements Gaspésia pour les prochaines années? Eh bien, on est dans une belle croissance présentement. Depuis la pandémie, les événements Gaspésia, l'organisation, elle a vraiment quintuplé en taille. On a une grosse équipe d'une quinzaine de personnes. On a tout près de 200 bénévoles qui travaillent avec nous maintenant. On est en expansion présentement sur la Côte-Nord. Donc, on est en train de préparer des événements sur la Côte-Nord. Ici, en Gaspésie, bien, on a notre portefeuille d'événements qui fonctionne très, très bien avec l'Ultra Trail Gaspésia 100 à Percé, l'Ultra Trail Forillon du côté de Gaspé, le Marathon Gaspésia à Percé qui va extrêmement bien aussi. On s'en vient avec des événements. On fait un retour dans le vélo en 2026. Donc, on va revenir là, avec des événements de vélo de montagne, de vélo de gravel également. Alors, je pense qu'on a encore plusieurs bonnes années à livrer aux événements Gaspésia. Oui, mon nom, c'est Guylaine Dubois pour la savonnerie Poussière d'Étoile à Percé. Vous avez remporté le prix Personnalité d'affaires de l'année. Comment vous recevez ce prix-là? Bien, en fait, je le reçois, surtout que c'est ma fille qui est montée sur la scène. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je la filmais. C'est quand elle a dit « c'est une femme de famille », j'ai fait « non ». Puis là, j'ai eu vraiment les émotions qui sont montées. Puis j'ai fait « mon Dieu, je suis vraiment reconnaissante. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je le prends avec amour, avec cœur, puis ça me donne encore plus le goût de continuer. J'aime ce que je fais, mais on dirait que là c'est comme un... Je sais pas, je suis contente. Je me sens appréciée, c'est le fun. Vous êtes toujours sous l'émotion, en tout cas, ça se voit. Oui, c'est vraiment... En fait, je savais pas quoi dire en avant, là. Puis, tu sais, ma fille a dit « Maman, elle dit, dis ce que tu ressens. » Fait que j'ai dit aux gens que je les aimais, puis j'étais contente, puis merci à ma gang. Merci aussi à la Gaspésie de m'avoir reçue en 2015, m'avoir accueillie à bras ouverts comme ça. Ça fait 11 ans maintenant que je suis ici. Là. Je suis vraiment contente. Donc, vous êtes propriétaire de la savonnerie Poussière d'Étoile. Qu'est-ce qui attend la compagnie pour la prochaine ou les prochaines années? C'est sûr qu'on développe toujours de nouveaux produits. On essaie toujours d'aller chercher encore plus... Là, on va essayer d'aller chercher plus le côté anglophone. Donc, en mettant notre boutique en ligne bilingue. Donc, c'est vraiment les prochaines étapes. On est rendu là. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures, pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689-5553. Automobile Mongey-Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mongey-Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. La Saucette au profit d'Opération Enfant Soleil a lancé sa 14e édition le 1er novembre avec Ben et Jones comme porte-parole.
Avec plus de 815 000 déjà versés à la Fondation, le comité organisateur se donne comme objectif d'atteindre le million de dollars. On discute de cette nouvelle édition avec Lison Laflamme-Trudel, responsable du comité organisateur. Alors, Lison, bonjour. Bonjour, Jean-Denis, ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, la Saucette en est déjà rendue à sa 14e édition. Avant de parler de cette édition-là, on va revenir un petit peu sur la Saucette précédente. Là. Vous avez quand même ramassé un beau 181 384 pour la Saucette de 2024. C'est quoi ça vous fait de voir autant de générosité pour cette cause-là? Écoute, c'est sûr qu'on est super fiers, là. La Saucette a commencé en 2011, là, c'était très petit. Puis là, Marie-Ève et Karen, à l'époque, quand ils ont commencé ça, c'était sur une idée là, de saucer pour une raison. Puis elles ont décidé de faire ça pour Opération Enfant Soleil. Puis là, de voir qu'année après année, le nombre de sauceurs augmente, l'argent amassé augmente, c'est fou de voir à quel point la solidarité aussi, puis que la cause touche les gens. Là. C'est sûr que l'événement en tant que tel, c'est une journée incroyable. Là. Les gens sont tous fébriles, on fait des nouvelles rencontres, mais tout le long de la campagne, là, les gens sont avec nous, ils partagent, ils donnent. À chaque année, on rencontre de plus en plus de gens qui veulent même participer. Avez-vous besoin de quelque chose? Puis, fait que, les gens sont solidaires à la cause, sont solidaires à l'événement. Puis je pense que la Saucette, là, la réputation est faite. Là. Cette année, votre porte-parole se trouve à être Benny Jones. On l'entend dans sa vidéo mentionner qu'il aimerait ça que l'organisation atteigne le million. Ça, c'est parce que vous avez quand même remis au total, c'est un beau montant pour de ça, 815 414 $. C'est vraiment un beau montant remis. Oui, effectivement. Fait que cette année, on s'est comme donné, en même temps, l'an passé, on a atteint les 180 000, qui était, nous, on visait 150, on l'a dépassé de 30 000 $. On s'est dit, on peut pas se faire un objectif à la baisse. Puis, il nous manquait exactement 184 585 $ pour atteindre le million donné à Enfant Soleil. Fait qu'on s'est dit, on y va avec ça, on met ça comme objectif, puis on va appeler notre édition de cette année l'édition du million. Fait que c'est pour ça, on n'a pas comme objectif de ramasser $1 million cette année, là. Mais c'est vraiment, on veut avoir atteint le 1 million de données là, à Enfant Soleil. On va continuer sur l'argent. Vous avez fait votre lancement le 1er novembre, puis en date d'aujourd'hui, le 7, vous êtes déjà rendu à plus de 54 000 $. Ça va vite. Oui, effectivement. Dans le fond, depuis 2 ans, là, si ma mémoire est bonne, là, on fait toujours une préinscription. Notre plateforme est cachée pendant 1 mois. Dans le fond, nous, pour nous donner un peu de temps, là, puis nous décharger un peu, là, fait que les sauceurs s'inscrivent, on leur demande de pas accumuler d'argent là, sur le thermomètre, mais on le sait, là, depuis quelques années, là, il y a des équipes qui font du financement ici et là. On a de l'emballage, des 5 à 7, il y a toutes sortes d'événements là, que les équipes de la Saucette font pour ramasser des sous. Fait qu'au 1er novembre, là, les gens ils sont prêts. Ils en ont déjà parlé à leur famille, leur communauté, leurs amis. Fait que c'est ça. Fait que au 1er novembre, on a démarré la 14e édition. On a mis à découvert notre page Funky là, pour permettre aux gens de donner. Puis contre toute attente, là, justement, avant notre rencontre, là, je suis allée voir le thermomètre et on était à 54 379 $ d'amassé. On a amassé environ 10 000 $ par jour là, depuis le début de la campagne, plus ou moins. Puis, tu sais, on est en avance sur les dons amassés de 1 semaine comparativement à l'an passé. Mettons, si on regarde l'an passé, au 15 novembre, on atteignait 60 000 $, puis là, on est à 5 000 quelques dollars de l'atteindre. Fait que, tu sais, on est comme sur un petit nuage, là, toute l'équipe du comité qui se parle, puis qu'on est comme, ça n'a pas de bon sens, là, à quel point ça va vite, puis à quel point les gens, on n'en reviendra jamais de à quel point les gens sont solidaires puis sont généreux envers cette cause-là. Là, c'est
Cette année, pour la 14e édition, on est rendu. Est-ce qu'il y a toujours des équipes qui peuvent se rajouter ou vous avez atteint le nombre d'équipes prévues? Dans le fond, cette année, on s'était dit qu'on allait gérer le jour de l'événement. On se mettait un objectif de 30 équipes, 300 sauceurs. Présentement, on est à 29 équipes et 292 participants. Donc, il nous reste de la place pour une équipe ou 8 personnes. Puis il y a toujours là, de la place dans certaines équipes. L'équipe solo qui accueille les gens individuellement, dans le sens que les gens individuellement ou par deux qui veulent pas nécessairement créer des équipes, mais qui veulent se saucer, ben il y a l'équipe solo là, où tu peux t'inscrire. Sinon, on a toujours de la place pour une équipe. Et une nouveauté cette année aussi, moi et Marie-Ève, qui sommes dans le comité organisateur, on a lancé l'idée d'un bain froid. Donc, on a créé notre équipe bain froid. Et plutôt que de se saucer pour les gens qui aiment pas tant l'idée de se saucer directement dans la mer, ben, on va avoir une installation là, qui est vraiment un bain extérieur froid. On peut s'inscrire dans l'équipe, ramasser des dents comme les autres, sauf que plutôt que de se saucer dans la mer, on devra se saucer dans le bain froid là, qu'on installera là, à la place Suzanité, là, tout près, là, et ce sera une vague unique, là, la vague de bain froid. Dans le fond, pour éviter, pour ceux qui n'aiment pas l'idée de marcher les pieds nus directement dans la gravelle, là, ou avec les crocs, là. Les vagues, tout ce que ça peut engendrer, ou des fois, c'est juste une peur aussi, nécessairement. Il y a des gens qui sont pas à l'aise de se baigner, puis tu sais, ils ont peur de peu importe là, la température qu'il va faire cette journée-là, se prendre être en maillot de la bâtisse à la mer, ou peu importe la raison. On a fait une nouveauté, on essaie ça. Nous, on va le faire, on va tenter l'expérience. D'ailleurs, sur la page Facebook de Marie-Ève, là, on voit déjà là, qu'elle est à la 7e journée, puis de jour en jour, elle essaie d'être plus longtemps dans son bain froid. Je sais pas si je vais être capable d'en faire autant. Avez-vous est-ce que vous fixez une durée dans ce taux-là? Sincèrement, en date aujourd'hui, on m'en a pas encore parlé. J'ai l'impression qu'on veut voir, là, on veut tenter le coup avant de voir jusqu'à combien de temps on peut se rendre. Moi, je vais faire mon meilleur culpa. Là. On a le 7 novembre, je l'ai pas encore testé. Et moi, je suis la fille la plus frileuse. Je la fais vraiment pour les enfants, puis pour la cause, puis pour l'événement, parce qu'autrement, les pieds dans l'eau froide, là, c'est vraiment pas mon dada, mais je le fais depuis plusieurs années pour les bonnes raisons. Donc, vous avez 29 équipes, possibilité de 30. L'an passé, on avait combien d'équipes? Si ma mémoire est bonne, je ne l'ai pas noté, mais je crois qu'on en avait 22. On avait quelque part comme 200 quelques sauceurs, là, 210. On a un 100 personnes presque de plus là, cette année. Là. Ah, c'est vraiment bon là, d'en avoir autant. Hein? Oui, puis on a beaucoup d'équipes cette année là, qui sont des employés d'entreprise. Là. Ça avait commencé beaucoup l'année passée, là, puis cette année aussi, Chantier Naval Forion, Simpson Automobile. On a beaucoup d'entreprises, puis on a aussi une équipe avec le CJE aussi, avec les nouveaux arrivants, les employés. On a une belle diversité de gens. Là, on est vraiment très contente. Là. Je suis contente parce qu'on est 5 filles au niveau du comité. Là. On a tu viens de le dire, des inscriptions de Gaspé Chandler local. Est-ce qu'on a des équipes aussi qui viennent de l'extérieur de la MRC, Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé? Oui, on a des équipes à BD Chaleur. On a l'équipe depuis 3 ans, l'équipe Enfant Soleil, dans le fond, qui est des gens directement là, de l'organisme Enfant Soleil qui viennent de Québec, des employés qui travaillent directement à la fondation. À la fondation. Puis qui viennent là, depuis 3 ans là, se sauter avec nous, ils se font une équipe, ils ramassent des sous. Fait on a des gens vraiment de partout. Là. On a dans l'équipe solo, là, je me souviens bien, il y a un sauteur qui est de Montréal, que ça fait plusieurs années qu'il descend. Fait que tu sais, oui, je pense que on commence à aller chercher beaucoup plus de monde à l'extérieur, puis pas juste dans la MRC Rocher-Percé. Gaspé est très impliqué, la baie des Chaleurs.
Fait qu'on fait des petits. Donc, la saucette, c'est le 13 décembre. À partir de quelle heure? Le 13 décembre, les gens, habituellement, les vagues de sauceurs, comme on appelle, les gens qui commencent à saucer, ça débute toujours autour de vers 11 heures. Là. La saucette, c'est comme entre 11 heures et 13 heures. On essaie d'aller, si on est chanceux et qu'il fait soleil, que c'est le moment le plus chaud de la journée. Puis ensuite de ça, là, on se dirige toujours pour un after saucette là, au pub Air Salin. Qui sont d'ailleurs cette année une nouveauté aussi. On a 2 partenaires officiels en plus de notre porte-parole. On a la savonnerie Poussière d'Étoile, là, qui est notre partenaire officiel de la saucette. Puis le pub Air Salin, là, qui est notre partenaire de l'après-saucette. Puis à noter, j'en profite aussi pour plugger là, le pub Air Salin, ils ont lancé leur cocktail saucette. Cocktail Soleil, dans le fond, à base de limoncello. On n'a pas trop eu la chance encore de goûter, mais $1 par cocktail là, est remis à la saucette. Là, dans le fond, jusqu'au 13 décembre, là, ils vont vendre des cocktails, puis chaque dollar là, qui va nous être remis, c'est aux gens qui vont avoir acheté le cocktail. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé ajouter? Dans le fond, j'aimerais peut-être faire un petit clin d'œil là, à notre enfant soleil de la Gaspésie, là, qui est Conan Dunn. Conan, il a reçu 3 diagnostics. Là, il y a un diabète de type 1, il y a une maladie cœliaque, puis de l'hémophilie. C'est une petite boule d'énergie. Là. Il était là l'année passée, sa famille, c'est l'équipe des Coco Bongo. Fait que j'imagine qu'il va être présent aussi cette année. Il était là pour voir ses parents sauter l'année passée. Fait que on est très heureuse aussi de pouvoir compter sur cette participation-là là, depuis plusieurs années. Là, les familles des enfants soleil qui se joignent à nous pour l'événement, là, c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur de les avoir proches de nous. Eh bien, pour terminer, je pense qu'on peut inviter les gens là, à vous suivre sur la page Facebook de la Saucette, là, des activités, puis le lien d'ailleurs pour s'inscrire pour ceux qui voudraient participer solo ou pour faire les dons, ben c'est disponible là-dessus. Oui, exactement. Toute l'information est sur notre page Facebook de la Saucette avec le lien là, pour faire des dons sur la page Funky. On a aussi une page Instagram, une page TikTok. On essaie de se mettre au bout du jour. Donc, venez nous suivre puis venez nous voir à l'événement là, le 13 décembre prochain. Bien, Lison Laflamme Trudel, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous parler de la Saucette. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Vous aussi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficaces et durables. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. La première séance du nouveau conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière, le 10 novembre dernier, s'est d'abord déroulée avec l'assermentation des élus et a été suivie par la séance ordinaire. Nous avons rencontré le maire Gino Cyr pour connaître la priorité du nouveau conseil pour les 100 premiers jours, leur vision pour l'avenir de la Ville et ce qu'ils comptent faire pour plus de transparence sur la gestion des fonds publics. Donc, première séance du nouveau conseil de la Ville de Grande-Rivière. Tout le monde a prêté serment aujourd'hui. J'aimerais savoir, ça va être quoi la première résolution ou action que le conseil va prendre dans les 100 premiers jours?
Bien, au niveau des 100 premiers jours, comme vous le savez, le directeur général a mentionné tantôt, on va avoir là, à travailler le budget pour 2026. Donc, comme vous le savez, là, on a 3 nouvelles conseillères sur le conseil de ville de la ville de Grande-Bière. Donc, ça va être important là, d'avoir des séances d'information pour leur transmettre toute la documentation nécessaire pour connaître un peu là, le déroulement pour l'élaboration d'un budget. Puis, au niveau de la formation aussi, conseiller-conseillère, donc un tout nouveau conseil au niveau de la Fédération de la FQM dans lequel on est membre. On a renouvelé notre membership ce soir. On va avoir accès là, à des séances là, de formation pour l'ensemble des conseillers-conseillères ainsi que le maire. Donc, ce qui me concerne, là, pour, je pense que les 3 premiers mois, ce qui va être super important, c'est de s'assurer de transmettre tout l'ensemble des documents à la ville, entre autres au niveau des finances, au niveau du PTI aussi, puis les projets qui sont en développement présentement, puis les futurs projets. Donc, on veut organiser un genre de lac à l'épaule avec le directeur général pour être à mesure de permettre là, à l'ensemble conseillers-conseillères d'avoir le maximum d'informations dès que possible, puis de s'assurer qu'à la suite de la distribution des responsabilités, qu'ils comprennent connaissance de l'ensemble des enjeux dans lesquels la ville de Grande-Bière doit là, réaliser d'ici dans le mandat en cours. Donc, ce qui me concerne, les 100 premiers jours, là, ça veut s'assurer de transmettre l'ensemble des informations de la documentation. Puis en plus, ben, je sais que le directeur général veut en faire une priorité aussi au niveau des communications, de faire là, des séances là, avec la télé du Rocher pour leur parler de certains dossiers là, stratégiques de la ville de Grande-Bière. Maintenant, c'est sûr, bon, il y a plusieurs dossiers qui sont déjà en cours, mais c'est quoi la vision principale du nouveau conseil concernant l'avenir de Grande-Rivière? Bien, écoutez, c'est sûr, certain que moi, en tant que maire de la ville, j'ai un peu ma vision. Mais étant donné qu'une ville, c'est pas juste un individu, puis qu'un conseil municipal doit parler par résolution, c'est important là, de m'asseoir avec les conseillers et conseillères, qui eux, ils me fassent part un peu là, les raisons de pourquoi ils se sont présentés, leurs attentes, les discussions qu'ils ont eues avec leurs citoyens. Puis à partir de l'ensemble des éléments qui vont être mentionnés, on va s'assurer d'essayer de mettre en place un plan d'action qui va comprendre des actions communs. On ne se le cachera pas. Je sais que peu importe le district de la ville, il y a une préoccupation au niveau de l'entretien du réseau routier. Donc, c'est sûr, certain qu'on va en discuter. Il y a des sujets qui reviennent souvent au niveau du logement aussi. Donc, l'accessibilité au logement, c'est super important. Donc, on parle aussi des infrastructures municipaux dans lesquelles là, les gens voudraient qu'on amène certaines améliorations. Donc, écoutez, là, avant de me prononcer, je vais prendre le temps de m'asseoir avec l'équipe, puis ensemble, on va déterminer un plan d'action. Vous avez parlé de transparence lors de votre allocution au moment de l'assermentation. Ça va être quoi les mesures concrètes qui vont être prises? Bien, c'est pour ma part à moi, là, le fait d'avoir eu l'opportunité de rencontrer les citoyens, j'ai été là, agréablement surpris de savoir que la majorité des gens sont très là, contents là, des 8 dernières années de la ville de Grande-Bière et considèrent qu'on est sur la bonne voie. Donc, je considère aussi le fait d'avoir été élu à 78% porte un message. Par contre, là, dans le cadre de la campagne, il y a beaucoup d'éléments, de chiffres qui est sorti. Donc, moi, ce qui est important, c'est de rétablir là, la bonne information avec des documents officiels de la ville. Donc, pour certains sujets, là, comme j'ai mentionné là, au départ, que ce soit le développement de la rue Jonca,
que ce soit au niveau de la caserne, là, incendie. Ça va être important là, de pouvoir être en mesure de transmettre la bonne information. Puis, s'il y a des gens qui ont des questions, qui nous posent des questions, puis on va répondre aux questions, mais toujours dans l'intérêt de la ville, puis en tenant compte qu'une ville, on doit gérer avec des règlements, avec un plan d'urbanisme qui est en place. Donc, je pense qu'avec le directeur général, là, la télé du Rocher-Percé va être un excellent moyen de communicateur pour nous permettre là, de transmettre la bonne information. Puis, comme vous le savez, là, j'ai même mandaté Mme Fournier au niveau des communications. On veut juste s'assurer qu'effectivement, toujours est en mode amélioration. Notre directrice des loisirs a fait circuler à tous les mois une infolette. Donc, on a demandé aux gens de fournir, de s'inscrire, de transmettre leur courriel pour être en mesure de recevoir là, cette information-là. Donc, on va continuer de ce sens-là. C'est important de rétablir là, parce que le contact avec les citoyens, avec les organismes, parce que c'est pas nécessairement tout le monde là, qui écoute la télé du Rocher, puis on se le cachera pas, là, le fait que la télé Rocher, vous, votre distributeur, c'est Cogeco, il y en a qui sont sur TELUS, il y en a qui sont pas nécessairement habiles avec le YouTube ou le Facebook. Donc, on veut juste s'assurer de mettre là, un maximum de moyens, puis de permettre à l'ensemble des citoyens qui est quand même branché avec TELUS, il y a possibilité via le web, YouTube, de pouvoir accéder aussi là, aux émissions communautaires. Puis je pense que le directeur général il tient à faire ça, puis je suis d'accord avec lui. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Selon Radio Gaspésie, le député Alexis Deschênes a interpellé la ministre Joanne Thompson sur une possible ingérence politique dans l'application de la loi sur les pêches. Il s'appuie sur des témoignages indiquant que des agents hésiteraient à intervenir en raison de directives politiques. Il a aussi cité un reportage d'enquête sur la vente illégale de homards hors saison. M. Deschênes a affirmé que cette pêche illégale met l'espèce en péril. La ministre a assuré qu'aucune pêche illégale n'est tolérée. Le député a demandé une extension du comité des pêches pour entendre les agents et la GRC. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Haute-Gaspésie dispose désormais de frigos libre-service dans 4 municipalités, Cap-Chat, Mont-Louis, Gros-Morne et Sainte-Anne-des-Monts. Ce nouveau projet collectif, accessible à tous, vise à réduire le gaspillage alimentaire en facilitant le partage de surplus. Les citoyens, commerces et organismes sont invités à y déposer leurs excédents de nourriture, incluant fruits, légumes, conserves, repas préparés et même viande de chasse. Les aliments doivent simplement être salubres, bien identifiés et respecter les règles de base. Philippe Beauchemin, de la Démarche intégrée en développement social, est impliqué dans ce projet de solidarité. Selon Radio Gaspésie, la Coalition pour le retour des services d'un train passager en Gaspésie est finaliste pour un prix national. L'organisme est l'un des 3 finalistes au prix Guy Chartrand, décerné par Trajectoire Québec dans la catégorie Action et mobilisation des usagers. La porte-parole de la coalition, Micheline Saintonge, s'est dite très heureuse de cette nomination, affirmant qu'elle fera rayonner le dossier gaspésien. Les gagnants seront dévoilés lors d'un gala à Québec le 13 novembre.
Selon Gaspésie Nouvelle, le docteur Yves Bonnier-Vigé n'est pas du tout abattu, bien qu'il n'ait obtenu que 9% des voix dans la course au coporte-parole de Québec solidaire, remportée par Sol Zanetti. L'ex-directeur de la santé publique a expliqué qu'il était le moins connu des candidats et que son but était d'échanger des idées, notamment sur le renforcement des associations locales. Il croit que M. Zanetti et Rouba Ghazal forment un duo avec une belle énergie qui revitalise le parti. Il demeure coordonnateur de Québec solidaire dans Gaspé, où il cherche une candidate pour 2026, mais il exclut de se présenter lui-même, ne souhaitant pas être enfermé dans la bulle de l'Assemblée nationale. Il poursuit son travail à la santé publique. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la loi 2 en santé, adoptée sous bâillon par la CAQ, fait l'unanimité contre elle, étant qualifiée de soviétique par les médecins. Elle a déclenché une série noire, manifestations monstres au Centre Bell, démission ministérielle, grogne des députés et menace de départ de 300 médecins. L'omnipraticien gaspésien Sylvain Drapeau se dit aussi décontenancé. La colère vise des mesures coercitives, lourdes amendes pour fausses déclarations, interdiction d'action concertée et une clause de dénonciation. Des inspecteurs peuvent aussi entrer en clinique et exiger des dossiers. Plusieurs établissements de la Gaspésie sont explicitement visés par la loi. Selon Gaspésie Nouvelle, les propriétaires actuels de Pit Caribou attribuent les problèmes d'odeur à l'anse à beau-fils à l'ancien propriétaire Francis Jonca. Le copropriétaire Jean-François Nellis affirme avoir découvert un drain qui coulait après l'acquisition, un vice caché qui fait l'objet d'un litige. Il assure que l'entreprise ne joue pas à l'autruche, ayant investi dans une centrifugeuse et un nouveau système de traitement des eaux. Le ministère de l'Environnement poursuit son analyse suite à une inspection en juillet et une plainte en septembre. M. Nellis appelle à la collaboration, tandis que Francis Jonca nie fermement ces allégations. Toute l'équipe de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.